C'est bon? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue de bon matin, frais, pour ce nouveau débat que nous avons le plaisir de vous présenter maintenant et nous espérons que vous nous rejoindrez pour vos questions. On va tâcher de garder quelques temps pour cela. Vers une mondialisation des compétences, c'est le sujet qui a été choisi dans le cadre, bien sûr, de renouer avec la confiance, qui est le thème général de ces rencontres. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur la manière dont évoluent aujourd'hui les compétences dans le monde. On a le sentiment d'une uniformisation. À quoi cela tient-il? À la formation, au déplacement, au numérique, aux technologies? C'est les questions que nous allons poser à nos participants avec Akiko Suwa-Eisenman du Cercle des économistes, qui est ici et qui va introduire notre session. Je vous présente nos invités. Je vais le faire dans cet ordre. Donc, je vais commencer par l'unique homme de cette table ronde. C'est assez rare pour le signaler. Marc Sanglé-Ferrière, qui représente Russell Reynolds Associates. C'est ils font du recrutement. Il s'occupe beaucoup des dirigeants. Il nous expliquera comment, justement, en termes de direction, de management aussi, les choses ont évolué dans ce domaine. À côté de lui, Karine Van Gennip représente ING Bank. Nous avons, vous allez le voir, des chercheurs et des entreprises avec nous. Zhang Tengfei est directrice à Shanghai de Little Bridge School. C'est une école donc de formation. Là aussi, elle nous parlera du point de vue des étudiants. Ce sera un très bon point de départ pour nous. À côté d'elle, Agnès Husserer représente PwC. Et enfin, Isabelle Bajeux-Besnaimou vient aussi de l'université McGill. Donc nous avons, comme vous le voyez, les deux points de vue, à la fois l'entreprise et la recherche. Et je voudrais donner la parole à Alexis Courtejoie, qui est étudiant, car les étudiants, pour l'ensemble d'ailleurs de ces rencontres, ont beaucoup travaillé sur la préparation. Et ils ont réfléchi à cette question qui les concerne au plus haut point. Alexis, c'est vous qui la posée. Elle servira à nourrir notre débat. Bonjour à tous. Alors, face à la mondialisation des compétences, les jeunes des pays occidentaux se sentent potentiellement menacés. Que peuvent-ils faire pour conserver leur avantage compétitif durant leur formation et durant leur première expérience professionnelle? Voilà, des inquiétudes pour les valeurs des pays occidentaux, nos méthodes, nos écoles de pensée aussi. On va y réfléchir tous ensemble. Akiko, c'est vous qui introduisez cette table ronde, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. La mondialisation se développe en diminuant trois sortes de coûts à l'échange. Le coût de déplacer les biens, le coût de déplacer les idées et le coût de déplacer les hommes. Selon Richard Baldwin, nous savons bien désormais déplacer les biens et les idées. La révolution des transports et la révolution des télécommunications. Grâce à ces deux révolutions, nous avons inventé les chaînes de valeur internationales. Les firmes des pays riches envoient leurs idées dans les pays pauvres à bas salaire et ils font fabriquer leurs biens. Donc ça met en danger les travails non qualifiés dans les pays riches. Ça donne aussi beaucoup de travail dans les pays en développement. Et les ingénieurs et les dirigeants des firmes leaders de ces chaînes internationales doivent apprendre à gérer des processus de production qui s'étalent sur plusieurs pays. Ça, c'est un premier type de mondialisation des échanges, des compétences. Mais selon Richard Baldwin, se profile maintenant une troisième révolution. Le coût de déplacer les hommes va aussi diminuer drastiquement. On pourra prendre des cours de piano par Skype. Un chirurgien pourra opérer à distance en actionnant un robot. Donc cette fois, ce sont non seulement les emplois dans les secteurs dits traditionnellement exposés qui vont être soumis à cette mondialisation des compétences, mais aussi ceux que l'on pensait être dans des secteurs abrités. Sur quelles compétences miser désormais? Pour lancer la discussion, je voudrais avancer deux éléments. Premièrement, la mondialisation couplée à la technologie, ce n'est pas la seule force qui structure nos sociétés. Il y a aussi le vieillissement de nos sociétés et aussi un changement de préférence, la volonté de préserver la planète, d'aller vers un mode de vie plus économe qui privilégie le bien-être et la santé. Ces préférences ne sont pas identiques de pays riches à pays pauvres et même entre pays riches.
Est-ce que si on prend en compte ces forces-là, est-ce qu'on va vraiment vers une mondialisation des compétences? Le deuxième point, qui dit compétences, dit formation. Or, l'accès à la formation est inégal. On le sait dans les pays en développement, c'est encore et toujours un des objectifs du développement soutenable de donner une éducation gratuite et universelle de qualité, primaire et secondaire, à tous les garçons et toutes les filles dans les pays pauvres d'ici à 2030, particulièrement dans les pays africains. Mais l'inégalité d'accès à la formation se constate aussi dans les pays riches. En France, les inégalités en éducation sont corrélées au revenu des parents, et cette corrélation est plus forte en sciences, qui est la clé des emplois futurs. Selon l'enquête PISA, un élève français venant d'une famille défavorisée aura à 15 ans en sciences l'équivalent d'un retard de presque 4 années de scolarité par rapport à un élève de famille favorisée. C'est la différence la plus importante dans les pays de l'OCDE. Et cette inégalité pèse beaucoup plus sur les filles. Comment seront nos compétences futures? Pour finir quand même sur une petite note d'espoir, rappelons-nous sur le mot de George Shackle. Le futur n'attend pas d'être découvert, il attend d'être créé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Akiko pour cette introduction. Et on a du plaisir à voir qu'il y a plusieurs étudiants dans cette salle, parce que je le redis, c'est vraiment un sujet qui les concerne au plus haut point, notamment cette évolution dont vous parlez, des préoccupations aujourd'hui des jeunes, des nouvelles générations, préoccupations notamment environnementales, qui fait qu'ils n'auront pas forcément envie de cette mondialisation forcenée qui a débuté et qui nous est encore annoncée. Je voudrais donc me tourner vers l'université, en commençant peut-être avec vous, peut-être avec Isabelle Bajeux-Besnaïmou, voilà, ou également avec Teng Fei de Shanghai. Ça fait 2 points de vue, 2 régions du monde bien différentes. Isabelle, vous voulez commencer? Avec grand plaisir, oui. Vous m'entendez? Oui. On connaît tous l'adage, le savoir c'est le pouvoir. Je pense qu'il est important de penser à l'évolution de cet adage, à savoir que le questionnement est la base du savoir. Il faut apprendre à apprendre, et ça devient de plus en plus vrai. Vous parliez des étudiants qui sont dans la salle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour tous les étudiants, qui est que vous allez être des étudiants pour la vie. On ne connaît pas encore les métiers que vous aurez dans 10 ans. Personne ne sait quels seront ces métiers. Et la chose la plus certaine est probablement que vous aurez besoin de revenir sur les bancs de l'école. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est fantastique d'être étudiant. Et nous voyons ça évoluer de plus en plus. L'évolution des connaissances est tellement rapide qu'on a besoin d'apprendre toujours. Donc la question essentielle pour les universités aujourd'hui, c'est de savoir insérer cette envie d'apprendre à tous nos étudiants, à les convaincre que ce qu'il est important, ce n'est pas nécessairement les compétences qu'ils acquièrent au moment où ils les acquièrent, mais avoir cette envie d'apprendre. Il y a une chose qui est extraordinaire en France. J'ai travaillé dans des universités un peu par le monde. Je pense qu'en France, il y a un atout extraordinaire, c'est le fait qu'on fasse de la philosophie en classe de terminale. On apprend à apprendre par le questionnement, et la philosophie est la base de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver, cet esprit critique et cette envie de savoir et cette envie de questionnement. Donc ça, c'est vraiment mon premier point, mais je pense qu'on peut revenir sur des points plus particuliers par la suite. Merci. Merci beaucoup. On va poser la même question à Teng Fei à Shanghai, partant aussi de ce que vous observez chez vos étudiants et peut-être des évolutions récentes dans les questions qu'ils vous posent. I'm still hearing. It's okay. Okay. So first of all, I want to thank you all for inviting me here. I'm from Shanghai, China, and it's quite a bit different world than France. I was told that French people are very relaxed and romance. So yeah, I'm trying to be relaxed. But this is a very heavy and serious topic.
So I'm from a school that's not a university. So I'm from a basic education system from grade 1 to grade 12. So primary school students to high school students. And when I was a kid, there's only a few channels on the television. Every dinner time, the whole family will be watching the CCTV, the China Central Television station news. There will be 25 minutes of domestic news and then 5 minutes of international news. But right now, my little ones who are 6, 4, they don't watch news anymore. They watch Peppa Pig. They are playing Minecraft. So they are in their own world, and they need that game, they need that television show to social in their classrooms. So what I have seen now is, although the globalization and the internet are bringing the same things to everywhere, but people are also more closed to what they are comfortable with and what they are familiar with, because the internet are giving you the things that you like. So in China, there is a news app called Today's Headline. So it will see what news you are clicking on, and they will feed you more that kind of news, more and more. And you are only connected with people who agree with you, and not the people who don't agree with you. And along that lines, you are always surrounded by people who say the same language, hold the same value, and you don't know other worlds also exist. This is happening in my students. And this is a big concern for you. Yes, this is a big concern for me because diversity. I was a biochemist. I studied biochemistry in MIT as a PhD student. So the reason why human or higher level species are better than bacteria, because we have the sexual thing for the next generation, and we create diversity every pass. But if people are only focusing on the things you like, and you are only in the world that you believe it is, we're losing that diversity. And that really concerns me and concerns education. So I think for the globalization, the more important thing is communication. So we need to see what other people are saying and communicate with them with respect. Maybe respectful disagree, that's fine, but we need to open our eyes and to see what's happening in different type of world. C'est un paradoxe que vous soulignez, c'est à la fois une mondialisation et en même temps un resserrement, puisque on manque de curiosité finalement, et on va chercher l'information qui nous ressemble. C'est un constat préoccupant pour vous. Vous le ressentez, ceci? On va passer du côté de l'entreprise avec Agnès Husser, chez PwC aussi. Merci. Alors nous, ce qu'on voit nos constats en fait. D'abord, les entreprises en fait, elles ont un enjeu de transformation. On parle beaucoup de transformation digitale et de passer cette transformation à l'échelle. Et on voit que les entreprises aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation, mais finalement, accélérer cette transformation et faire qu'elle soit vraiment à l'échelle de toute l'entreprise, c'est un vrai sujet. Pour faire ça, en fait, il y a bien sûr des enjeux technologiques et les entreprises investissent massivement dans la technologie, mais finalement, le vrai enjeu, c'est le capital humain. Pourquoi? Parce que finalement, les entreprises, elles sont là pour répondre aux besoins de leurs clients. Et ça veut dire que dans un monde qui bouge très vite, il faut qu'elles soient en permanence en capacité de s'adapter aux besoins de leurs clients et au même rythme que ce que souhaitent leurs clients pour continuer finalement à leur apporter de la valeur. Vous l'avez dit, on ne sait pas quels seront les jobs de demain, ça c'est sûr, c'est le deuxième constat. Mais le vrai constat pour les entreprises, c'est la rareté des talents. Quand on fait des enquêtes, on en a une récente qui est sortie, 80% des CEO nous disent que leur préoccupation majeure, en fait, c'est les talents. En 2008, l'enjeu pour les CEO, c'était de trouver des talents qui avaient une formation et une expérience internationale. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est des compétences tech-savvy, des leaders qui sont capables d'apporter du digital et de transformer l'organisation à tous les échelons de l'organisation, et aussi des leaders qui peuvent penser différemment et innover. Donc on ne cherche plus du tout les mêmes choses en entreprise.
Pendant longtemps aussi, les CEO ont pensé qu'ils pourraient trouver ces compétences qui leur manquent à l'extérieur, en recrutant. Mais aujourd'hui, en fait, ce dont ils ont besoin, ils ne le trouvent pas à l'extérieur. On a aussi pensé pendant longtemps qu'on allait pouvoir avoir une espèce de ce qu'on appelait la gig economy, donc avoir accès à du talent, à des talents temporaires, en fait, qu'on allait pouvoir chercher les compétences qu'on n'avait pas en interne de manière extrêmement spécifique pour des besoins temporaires. Aujourd'hui, on ne voit pas finalement ce marché-là se développer. Et donc, ce que font les entreprises, c'est de se retourner vers l'upskilling. Et pour moi, c'est ça l'élément majeur. Le futur, c'est l'upskilling. Et pourquoi c'est un enjeu? C'est-à-dire? L'upskilling, en fait, c'est faire monter en compétences ses collaborateurs en interne. Vous parliez de mauvaises nouvelles, aux étudiants, vous allez continuer à apprendre. C'est la même chose pour les entreprises. Mauvaise nouvelle, vous allez, vous aussi, devoir continuer à apprendre et apprendre des choses complètement différentes, des choses, et ce, à tous les niveaux et pour tout le monde dans l'organisation. C'est-à-dire pas seulement certaines personnes, pas seulement les 2% de personnes les plus agiles dans une organisation, mais tout le monde. Et je pense aussi que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise que de faire ça. Mais avec un risque supplémentaire, Agnès Husser, c'est que cette volatilité, parce que comme nous l'a dit Isabelle Bajot tout à l'heure, on change beaucoup de métier aussi, on change d'entreprise, on n'est pas attaché à une entreprise comme c'était le cas autrefois pour toute la vie. Donc vous faites à la fois du training, mais vous prenez le risque de les voir partir aussitôt après. Alors ça, c'est exactement le débat qu'on a même chez nous, en fait. Tout à fait. Mais finalement, on investit et les gens vont partir. Moi, je pense qu'au contraire, plus on investit, plus d'ailleurs, ils vont vouloir rester, en fait, puisqu'ils seront dans une entreprise qui leur permet d'acquérir des savoir-faire nouveaux et qu'ils pourront, qui à la fois les aideront à participer à la transformation et le passage à l'échelle de notre transformation. Donc, c'est une histoire intéressante et un pari intéressant. Mais également, ils participeront à un mouvement plus large. Mais je pense plus fondamentalement, si on doit investir à la fois sur le court terme et sur le moyen long terme. Et comme je le disais, je pense que c'est aussi la responsabilité des entreprises d'investir sur le long terme et finalement former tout le monde, garantir l'employabilité de tous ces collaborateurs, qu'ils restent ou finalement qu'ils s'en aillent, c'est notre responsabilité. J'aime bien la petite remarque sur la philosophie qui a été faite, qui est un peu des avantages européens, on va dire, mais peut-être encore plus français. Vous le ressentez, ce besoin aussi d'une autre réflexion qui ne soit pas liée directement complètement. D'ailleurs, nous, il y a déjà 10 ans, on a ouvert un programme de recrutement spécifique. On recrute des universitaires. On recrute d'ailleurs des philosophes, des gens qui ont des humanités. Et de manière très intéressante, le patron de nos activités de consulting est un philosophe, a une formation de philosophe. C'est bon de le signaler, ce n'est pas si courant quand même encore aujourd'hui. Karine Van Gennip, on va du côté de ING Bank, puis avec Marc Sanglé-Ferrière, on verra ce qu'en pensent ce que l'on fait du côté des dirigeants. Mais plus globalement, au niveau des salariés, Karine. Merci beaucoup. Je vais le faire en anglais. Je peux le faire aussi en français, mais because we have English guests as well. I think when we're talking about what we're seeing as a company and what the role of companies is and my responsibilities as an employer. First of all, I think we continue to underestimate what the uncertain times that we're living in do with people. People are uncertain about their own future, the future of their children. However hard you work, my kids will never have a better future than me. Uncertainty, loss of trust in institutions, so also in their own employer, and the feeling of not being heard. So a loss of trust in belonging, a loss of trust of being part of society. And if you put all of that together, you see that people need, of course, skills, agile way of working to get through it. And as an employer, I have a responsibility there. But what you also see in times of crisis and times of uncertainty is that people need belonging. People are seeking an identity. They want to be part of a community. And that community can be a soccer team. That community can be a village, a political party, a movement like the Gilets Jaunes. But it can also be a company. So what I see as a very strong responsibility for my organization is to provide that sense of community, that sense of belonging to my people. So that they can find back some of that identity, that they can find back some of that self-confidence in the future. And of course, the other thing that I see is that we need to not just retrain people. We need to not just do lifelong learning. We need to, as Isabel said as well, change the whole mindset that we're here for a job that
is going to be totally different tomorrow, and it's going to be even more different 5 or 10 years from now. And in that respect, what we do today is we try to give people skills, not just for their job, but also for their personal lives. Because the challenges that you have in your job on digitalization, globalization, do I understand what's happening in Shanghai? Do I understand what digitalization? I also have it in my personal life. Navigating healthcare today, or education, or just your village administration can be very complicated in a digital age. And what is very important, we train people for their life. There are 3 responsibilities here, from the government, from the companies, and from people themselves. You have to become the owner of your own future. But as a company, I can provide training, retraining, to make sure that your next job, whether it's with me or with somebody else, is going to be a good job for you. And the other thing that's very important, and it comes back to that sense of community, is that people change their mindset. Change is the new normal, and that's what we now all like to say. Change is the new normal. That means that we have to have a far more agile, flexible mindset, that we have to be far more externally oriented, that we have to much better understand what's going on in the world. But coming back to that feeling of community, because I think that's where it all starts, for me that's 2 things. That's purpose. How do we give people purpose in life? If I have a new generation of bankers who are driven by sustainability, then how I use my balance sheet is a big purpose in life. And well-being. And that's a very French debate. Bonheur au bureau, au travail, well-being at work, is something that's not very well known to the French. And when I started working here 3.5 years ago, I was surprised that people could leave their house and almost in that hour in the metro become somebody else, to enter their offices and put on a mask. But why can you not be who you are? Why are you not welcome as the person you are? And that's where diversity comes in. That's where also just working well together comes in. That's where a partnership with the Comité d'Entreprise comes in, to make sure that that organization, that you are it together and everybody is welcome and everybody can cooperate. Je voyais Agnès, excusez-moi, Marc Sanglé-Ferrière, on va vous entendre aussi. Mais je vous voyais réagir sur ces propos. Vous disiez que le bien-être, le well-being n'était pas vraiment une priorité en France. Je m'inscris en faux. Nous, par exemple, on a un programme qui s'appelle Be Well, Work Well. Et il s'appelle bien Be Well, Work Well. Ce n'est pas juste Be Well, ce n'est pas juste Work Well, parce qu'on est totalement convaincus. D'ailleurs, dans ce monde digital, qu'une des clés, au-delà des compétences digitales, data, il y a aussi les façons de travailler, les façons d'organiser, et aussi cette flexibilité et cet équilibre personnel. Voilà. Donc, je m'inscrivais en faux par rapport à ce que vous disiez. C'est aussi important pour nous en France. Voilà, et vous êtes approuvé. Marc Sanglé-Ferrière, on va continuer sur ce débat. Mais quand même, cet aspect sur la vie personnelle qui est vraiment mis en avant à l'instant, du côté des dirigeants, est-ce que ça fait son chemin ou pas tout à fait, soyons francs? Écoutez, en France ou ailleurs? Écoutez, oui, je crois que ça fait son chemin. D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle sur le fait que vous, les étudiants, vous qui êtes les dirigeants de demain, vous allez continuer à apprendre toute votre vie, mais c'est un formidable voyage. Si vous regardez les compétences dont les dirigeants ont dû se doter ces dernières années, elles ont beaucoup évolué et surtout, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles se sont ajoutées. Il y a une quinzaine d'années, un dirigeant était surtout le produit d'un pays. Et si vous regardiez la France, par exemple, où l'État jouait un rôle important, que ce soit comme actionnaire, régulateur, client, etc., beaucoup des dirigeants des grandes entreprises étaient issus des grands corps de l'État. Encore en 2011, vous aviez 21 des patrons du CAC 40 qui avaient commencé leur carrière au sein de l'administration. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un voyage des dirigeants. Il a fallu d'abord globaliser les entreprises. Et là, ça veut dire qu'il était bon de travailler, de vivre et de travailler dans un autre pays, de diriger des équipes internationales, d'être confronté au multiculturel. Et puis, il y a eu la révolution numérique. Et là aussi, ça a été un grand changement, parce que cela veut dire qu'il fallait repenser complètement la façon dont on travaillait, la façon dont les gens travaillaient. Ça a été un grand moment d'innovation. Il a fallu apprendre à faire des partnerships, il a fallu travailler avec des startups. Des mêmes sont devenus, les startups sont devenus des facteurs de changement.
Et aujourd'hui, les dirigeants doivent apprendre, et là je rejoins Karine sur le meaning, le sens qu'ils doivent donner à la vie, au travail, toutes les questions dites d'ESG, c'est-à-dire l'environnement, l'impact de l'entreprise sur la société et la gouvernance, sont en train de devenir absolument au cœur des compétences, des compétences des dirigeants. Parce qu'ils doivent donner du sens aux gens, sinon les salariés ne vont pas les rejoindre. S'ils ne mesurent pas l'impact de ce qu'ils font sur l'environnement ou sur la société, eh bien, ils auront moins de clients. Et pour ça, il y a eu un signal très fort qui a été lancé par le patron de BlackRock. BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde. Il faut savoir que vous avez 7% de la capitalisation boursière du CAC 40 qui est détenue par 5 gestionnaires d'actifs. Donc ce sont eux qui votent, ce sont eux qui, en fait, finalement, ont le vrai pouvoir des entreprises. Et donc le patron de BlackRock dit on va mettre des métriques ESG pour prendre des décisions. On va mesurer l'impact que les dirigeants, l'impact que l'entreprise a sur l'environnement, sur la société et sur la gouvernance. Donc vous voyez, en une quinzaine d'années, les dirigeants ont fait face à... Vous voulez dire quoi, sur l'impact social, environnemental, c'est ça que vous Voilà, parlez? l'impact de l'entreprise sur l'environnement, sur la société, donc ça peut être sur l'emploi, la qualité de l'emploi, et puis aussi sur la gouvernance, hein, c'est-à-dire le fait que l'entreprise est faite pour durer, elle doit servir la communauté et ne pas servir l'intérêt uniquement d'une certaine catégorie d'individus. D'accord. Quand je vous disais, est-ce que les dirigeants, dans leur ensemble, vous en rencontrez beaucoup, sont très conscients de ces évolutions majeures que soulignait notamment Akiko, hein, ses préoccupations justement sur l'environnement, ou même le fait que les inégalités, par exemple, d'accès à la formation, des sujets très, très centraux comme ça, très importants. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est bien intégré aujourd'hui dans le management, ou est-ce qu'on reste à un niveau, tant mieux pour ceux qui parviennent jusque-là et les autres suivront? Ils le sont de plus en plus. En fait, on n'en est qu'au début de cela. Je crois que jusqu'à présent, il y a encore une génération qui était assez peu sensible à cela, qui était encore très tournée vers les résultats et qui s'est un peu arrêtée à la révolution numérique. Oui. En revanche, dans les années qui viennent, ils le seront. Ils le seront parce qu'ils n'auront pas le choix. Sinon, ils ne réussiront pas. Oui. Je voulais justement demander la même question, oui, Karine, sur ce point, ce que vous observez de votre côté. Oui, tout à fait. What we see today is indeed, if you want to inspire, lead the people around you, you have to be aware of what's playing in society. And whether that's sustainability, inequality, diversity, you cannot do without. But I think there's more going on today, that if you want to really have a performing organization and an organization that's engaged, where people really like to work, you have to lead in a different way. And that is, the agile way of working is an implementation form of that, but it's also a different way of thinking. We all used to tell people how to build a bridge in the square meters, in the color, in where it should be placed. And then we learned to listen to the teams. And then the team would tell us, but the other side is not building their side of the bridge. So then you end up with all those half bridges, half finished. So we learned that we have to really listen to the organization to make sure we build a full bridge. Then we learned about the why, the purpose. So if you tell people how to build a bridge, but you don't tell them it's to cross the river, they don't know why they're doing it. Once they know it's to cross the river, they're far more engaged, they're happier. And that's where we are today. But that's not enough. Because if I still tell people how to build a bridge, why do I not ask them to cross the river? If I ask a team to cross the river, they might come up with a totally different solution than building a bridge. They might replace the river, they might come up with an airplane, I don't know. But if we agree that the purpose is to cross the river, why don't I give the empowerment, the responsibilities to the teams to actually get to the other side of the river? Merci, oui, belle remarque, Agnès Sœur. Puis je voyais Tang Fai aussi qui réagissait. Agnès. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que l'enjeu de définir un purpose, une raison d'être, et tous les enjeux de transformation culturelle,
on le voit émerger chez tous nos grands clients en fait. Donc depuis assez récemment encore, mais de manière vraiment accélérée, aujourd'hui on a de plus en plus de clients et de grands groupes qui s'intéressent, qui s'interrogent sur quelle est leur raison d'être, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour changer leur culture, pour l'adapter à ce monde digital, sur la culture managériale, sur leurs valeurs, sur tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Donc ça vient et je pense que ça va être une vague dans les prochaines années. Okay. Thank Fei. Yes. So I will add on from educators' point of view. So last year I was teaching first graders and also the 12th graders. So the kids who just come to the school and the kids who are going to their college. And you can see a huge difference between like full of enthusiasm, excitement, and then a very, very quiet classroom. So I was wondering what happens throughout these 12 years, which change your kids who are curious about everything to a almost grown up who is like laying back and don't know what to do. So this purpose thing, I think, is super important for us as educators because nowadays we see a trend not only in China but also all around the world where the parents are eager to send their kids to the best universities because that will guarantee them a very good job and a good salary, and they think that's the success. But for me and for a lot of Chinese educators, we soon realized that that's not enough. So because I graduated from like the best university in China, the Peking University, and then I went to MIT. So what I found is lots of my classmates who win the very competitive Chinese Gaokao, the exam which got us into the universities. When we get into universities, we lose the sense of purpose. We think the exam is the purpose. That's the end of the hard work. When we get into universities, we are guaranteed a good future. But that's not true. That's only an entrance ticket. When you are really in the society, you'll soon find out that the exam skills is nothing. You have to learn about how to communicate with others, how to collaborate, and why do you go to work? So the work is not only something you earn money, because nowadays we have much higher life quality. You don't have to work very, very hard to have a relatively decent life. And then after that, what should we do? Why do we have to go to work? So this is something we are trying to emphasize from the first graders. We want them to know how to make the world a better place rather than just make yourself a better life. It's very important. Yeah. On s'éloigne, oui, c'est très fort hein, ce que nous dit Tang Fei. Et on sent l'inquiétude quand même sur ce qui est en train de se produire. Mais on a l'air de s'éloigner un peu du seul sujet des compétences, mais pas tant que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on en dit du côté de l'Université McGill avec Isabelle Bajebesnaino? Moi, je voudrais dire que j'ai une très très grande foi dans la nouvelle génération. Je vois les étudiants dans les universités ont vraiment un sens du purpose qui est très très développé par rapport à notre génération. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir dans l'avenir. Ils veulent faire des études, ils veulent réussir, mais la réussite pour eux a très souvent une définition très différente. Et avoir un impact positif sur le monde. Ils créent des entreprises dans le domaine social qui sont absolument extraordinaires. Donc tout l'entrepreneuriat social est excessivement développé. Même les étudiants en finance chez moi ont créé une compétition en finance responsable où ils adressent les grands problèmes du monde sous un angle financier. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc l'année dernière, par exemple, ils ont écrit un cas. Il y a 100 différentes équipes d'étudiants du monde entier qui ont concouru pour ce cas, où ils adressaient le problème des fonds de pension américains qui sont sous-financés. Pour les États publics aux États-Unis, ils sont financés à peu près 30% de leurs besoins de financement. Et ça, c'est un problème vraiment
sociétal qui est très important et qui doit être adressé par un angle financier. Donc même quand ils sont très techniques, ils cherchent quand même à trouver des solutions à de grands problèmes. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, on encourage beaucoup, mais qui me semble être vraiment très particulier et qui est vraiment un vent d'espoir pour l'avenir par nos jeunes. Oui, je n'ai pas précisé que McGill est au Canada, hein, cette université dans laquelle vous êtes, Isabelle. Tout à fait. McGill est à Montréal, Québec, Canada. Voilà. Et une question donc nous sommes quand même en Amérique. Et une question d'Akiko sur ce sujet. Parce que tout à l'heure, Tengfei a parlé de son parcours, qui était un parcours de recherche, puis ensuite de chercher un but à sa vie, un but social. Et Isabelle, vous avez aussi fait ce parcours de recherche fondamentale. Et donc, la recherche fondamentale, ça sert aussi pour la société. Rassurez le chercheur que je suis. Et les étudiants, oui. Mais je crois que c'est très très important. Je pense que le fait que les professeurs soient des chercheurs est quelque chose de très très important. On parlait tout à l'heure de questionnement. Par définition, le chercheur est quelqu'un qui questionne et qui passe son temps à questionner. Et avoir cet esprit critique qui est inséré dans l'enseignement qui est prodigué au niveau des universités est très très important. Donc le fait d'avoir des enseignements chercheurs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des gens de l'entreprise qui viennent dans les salles de cours, parfois donner des cours entiers pour apprendre aux étudiants les compétences dont ils ont besoin de façon plus directe dans les entreprises. Mais la base de l'université, c'est vraiment cet esprit de questionnement que l'on essaye d'insérer chez les étudiants. Et ça passe par la recherche. Après, la recherche en soi est aussi très importante. Avoir cette indépendance d'esprit au niveau de l'université, avoir des universitaires qui sont capables, parce qu'ils sont libres, on a la liberté académique, qui sont capables de questionner ce qu'ils veulent, sans restriction, est quelque chose qui est très sain pour la société et c'est vraiment quelque chose à chérir. À condition qu'on laisse le temps à la recherche fondamentale de s'exprimer, qu'on soit sur le long terme, ce qui n'est pas tout à fait aujourd'hui dans l'air du temps. Oui, alors après, il y a des contraintes suivant les pays qui sont différentes. Je pense que les contraintes sur le continent nord-américain sont différentes des contraintes en France. Mais de façon fondamentale, quand même, c'est un espace de liberté qui existe peu dans d'autres milieux. Oui. On va poser, vous vouliez répondre à ce sujet, pardon, Agnès Husser. En fait, je voulais vous poser une question qui est comment on est sûr que les universités comprennent bien les besoins des entreprises dans ce monde qui évolue très, 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 très vite? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que les universités ont besoin de se remettre en cause. Et en tout cas, à McGill, c'est ce qu'on fait en continu. Je peux prendre un exemple. Par exemple, on vient de créer à McGill une nouvelle école de commerce au détail, qui est un sujet, un domaine qui évolue tous les jours, toutes les secondes. La façon dont le commerce évolue est quelque chose d'absolument fascinant. Le fait que McGill et l'école de business soient insérées dans une grande université où la recherche est faite, aussi bien en neurosciences, aussi bien en intelligence artificielle, aussi bien en sustainability, aussi bien en agriculture, en droit, est très très importante dans notre approche. Donc cette approche multidisciplinaire du commerce au détail est un bon exemple. On travaille directement avec les entreprises. Et les problèmes que l'on étudie sont apportés par les entreprises. On n'est pas une société de conseil. Donc c'est vraiment du long terme. C'est définir le commerce au détail dans le futur, du futur. Qu'est-ce que ça va devenir? Quelles sont les grandes problématiques? Quels sont les aspects de développement durable qui sont liés à ces problématiques? Et donc on a cet espace de liberté pour pouvoir faire ça, mais on le fait en collaboration avec les entreprises. Donc la façon dont sont montés tous les projets sont directement des projets d'entreprise qui sont amenés à l'université et qui sont gérés par des professeurs, mais bien sûr les étudiants sont directement impliqués dedans. Donc il y a tout un aspect d'expérience qui existe à l'intérieur de l'université où les étudiants réfléchissent sur des grands problèmes et réfléchissent parfois de façon peu structurée. Donc on leur donne des outils pour réfléchir, mais après ils ont la capacité de bénéficier en fait de toutes les approches qui existent, de nouveau en neurosciences, en intelligence artificielle, etc., dans l'université pour essayer d'apporter des solutions.
Karine à nouveau, et puis Marc Sanglais voulait également intervenir. Mais je vous en prie. Okay. As a company, but I'm also happen also to be a board member of INSEAD, so a big university here in France. What we see happening there is that in our partnerships to create executive education and student education, we see that we are actually always a little bit behind reality. Because by the time we have created the new program, you're a year, 2 years, 3 years out, the world is changing so fast that you're already a little bit behind. So one of the things we're struggling with as a company, but also as a university, is how do we actually get almost real life learning in there, where we actually have what's happening in the real world immediately translated into classes. And there what we see at INSEAD, where we profit from, is students who've worked for 2 or 3 years, come in for the MBA, with their real life experience and trying to mix that with the executive education. Marc Sanglais. Oui, je voulais revenir sur la question du purpose. Il faut éviter que ça devienne un exercice formel de type conseil où on essaye de comprendre ce à quoi les gens aspirent, parce qu'il y a le risque d'avoir une déconnexion entre le purpose annoncé et les valeurs réelles des dirigeants et des employés et des gens qui composent l'entreprise. Donc c'est vraiment dangereux. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, que ce soit au début de sa carrière ou à sa fin de sa carrière, on se connaisse soi-même, on tienne compte de ce que nous disait Socrate. Connais-toi toi-même. Quel est votre système de valeurs? Nous avons chacun un système de valeurs qui nous donne de l'énergie, un système de motifs. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est le nôtre. Ça peut être, aujourd'hui on parle beaucoup d'altruisme, de social, mais ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être la beauté. C'est important de connaître ce système de valeurs et lorsque l'on construit une entreprise, lorsqu'on la crée ou on la dirige, d'être en accord, que ce purpose que l'on construit soit en accord avec son propre système de valeurs, et lorsqu'on la rejoint, que son propre système de valeurs soit en accord avec ce purpose. Donc ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas arriver dans un monde où tout le monde aura un même purpose qui soit gentil, mais en fait qui n'aura en réalité aucun effet. Oui, alors là, vous êtes en train de toucher à notre deuxième partie. Et c'est la question de l'authenticité, puisque le thème de la rencontre d'Aix, c'est la confiance. Et je crois que c'est ça le lien de confiance entre l'entreprise et les gens qui y travaillent, ses clients, les investisseurs, c'est être dans l'authenticité. Et donc je crois c'est un exercice que l'on fait tout au long de sa vie, de se connaître, de savoir ce qui nous motive, ce que l'on peut faire. Et je crois que c'est le sujet de la confiance. Et ça touche aussi à la question des valeurs. On n'a pas encore prononcé le mot, mais dans notre thème sur la mondialisation des compétences, il y a aussi ce qui a été soulevé comme un risque, Akiko l'a dit, d'uniformisation. Tout le monde va penser la même chose, va être formé de la même manière et va donner donc les mêmes résultats ou les mêmes réactions, ce qu'il faut éviter, vous venez de dire. Mais comment le faire, et est-ce que ça passe pas par la résolution aussi des inégalités que Akiko a soulevé aussi? J'imagine qu'en Chine, c'est un vrai sujet, mais c'est aussi un sujet à l'intérieur de nos pays occidentaux, comme nous le savons, comme Kiko l'a rappelé d'ailleurs. Oui, peut-être un faille sur ce sujet. Inégalité dans la formation, évidemment, vous connaissez bien le sujet. So Inequalities, right. Okay. Education, of course. Education, yes. Yeah, and training. It is a big issue in China now because China is developing so fast, and there's always area that's laying behind, especially in the Middle West area. So I think there are 2 layers of function for education. So one layer is to promote all the people in the country to be above a basic level of knowledge. So for that part, the government are putting a lot of money helping the kids that are in the rural area to have enough resources, and especially teachers, to educate them for basic skills. And then another layer is in the more developed cities. So we're also trying to put a lot of resources, money, human resources to make sure our education is also on the frontier of the world level.
So I think the development of a country is driven by education. And for that, I think it is a hard thing for all the countries around the world. I'm not sure if I can give an answer right now to how to solve this problem, but I think we are all trying to make sure that education is helping all of, like everyone, to first make connections to the world, make connections to the people around you, and finally, as he suggested, to find yourself. So this is my understanding of education. And I also want to add on the point that the world is changing so fast, we are always finding solutions to catch up the change. But I really like a quote from the Amazon CEO, Bezos. He mentioned that we shouldn't build on our strategies on the things that are always changing. We should build on our strategy on the things that don't change through time. So that's more reliable. So I'm always thinking about what's the core value of education through history, through time, and through different cultures. What I find is, first, education is for us to pass our wisdom through generation. So humans, we are a species that we cannot just acquire skills by genetic way. We have to acquire skills and knowledge through learning from others, learning from teachers, learning in school. So education should first pass our culture to the next generation, pass our wisdom. And then the second one is education should help everyone to have the courage and skills to step into the river of life bravely, because it's a difficult life anyways. No matter what a beautiful picture your teachers or your parents tell you in school, the moment you go to the society, you realize the real world is a really tough real world. Every adult's life is not easy. So education should help all the kids, everyone, to know life is tough, but we still have the love, we still have the passion for life, and we have the bravery to go into life peacefully. Oui, on sent bien là, oui. Merci Tang Fei, c'est très beau, avec de belles images en plus. Mais on sent votre préoccupation quand même hein, pour la société chinoise et pour les étudiants dont vous vous occupez. C'est peut-être le moment de parler justement de ces différences entre notre vieil Occident et les nations émergentes, en premier lieu la Chine. Et là, je rejoins la question qui a été sortie par la réflexion des étudiants, cette crainte, au fond, de perdre, mais c'est presque un peu, on va en discuter, de perdre peut-être notre supériorité d'occidentaux cultivés, informés, et qui avons, avant tous les autres, tenu un peu le monde. J'aimerais peut-être vous entendre les uns et les autres là-dessus, peut-être le point de vue de l'université, du côté de McGill. Est-ce que les valeurs occidentales, je ne sais pas bien comment le formuler, mais c'est à peu près votre question, hein, sont menacées par cette mondialisation, cette uniformisation des compétences? Isabelle, votre point de vue. McGill est une université Est-ce qu'elles doivent l'être d'ailleurs? Je veux dire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas finalement? McGill est une université très internationale. Donc, dans l'école de business, au niveau licence, on a 40% d'étudiants internationaux. Au niveau maîtrise, MBA, on a presque 80%. Donc, par définition, c'est un melting pot. C'est les étudiants dans les salles de classe ont la chance en fait de se confronter à toutes les cultures. Il y a aussi une culture qui est très importante, qui est que les étudiants travaillent en groupe tout le temps et font des projets en groupe. Ça veut dire qu'ils sont forcés de travailler avec des étudiants chinois, des étudiants français, des étudiants américains ou de n'importe quel autre pays du monde. Je pense que c'est une chance. C'est une chance extraordinaire. Ça ne veut pas dire du tout que la culture occidentale est imposée dans la résolution des problèmes. Je pense qu'au contraire, toutes les cultures peuvent s'exprimer et s'expriment pour apporter des visions un peu différentes. Au Canada, il y a un problème qui date depuis longtemps, qui est le problème des peuples autochtones, qui ne sont pas très bien intégrés dans la société canadienne
Et c'est étonnant parce que ça fait 25 ans maintenant que je suis partie de France, en allant essentiellement aux États-Unis. Et j'avais découvert aux États-Unis, dans les universités américaines, la discrimination positive. Et au départ, ça me choquait beaucoup parce que c'était pas du tout un concept qui rentrait dans ma façon de penser en tant que Française, avec une éducation française. Et en fait, j'ai vu combien ça marche bien. Et c'est quelque chose qui vraiment permet de changer des choses, changer la mise et avoir une vraie progression sociale de certaines minorités ou de majorités quand il s'agit des femmes. Au Canada, c'est quelque chose qui se fait maintenant de façon beaucoup plus volontaire avec les peuples autochtones, où il y a des programmes qui sont enseignés, où il y a des conditions d'admission qui sont mises en place, et des programmes aussi où on enseigne directement la culture des peuples autochtones. Toutes les remises de diplômes maintenant que l'on fait à McGill se commencent avec une reconnaissance du fait que l'on est sur un terrain amérindien et que on reconnaît l'histoire de la Terre. Donc je pense que c'est important. On peut en fait enseigner beaucoup de choses tout en gardant des spécificités locales. En préservant les cultures. En préservant les cultures et en ayant un discours entre les cultures aussi. Et en enrichissant tout le monde. Oui, mais vous ne sentez pas, pour reprendre l'expression, la culture occidentale menacée, entre guillemets, par tout cela? Non, c'est pas réellement quelque chose que je ressens. Agnès Hausser, Marc Sanglé, je vous en prie. Marc Sanglé. Moi, ce qui me frappe, nous, on est un cabinet très intégré, on est partout dans le monde, on est en Chine, aux États-Unis, et on le voit également dans les grandes entreprises, c'est combien les gens travaillent de mieux en mieux ensemble, combien ils sont capables de créer des projets ensemble. Je me demande tout simplement si c'est pas ça la civilisation occidentale. C'est un petit peu ce qu'elle est en train d'apporter. Oui. Avec le sujet que nous connaissons bien, c'est que vous avez les gens qui sont dans le système, qui apprennent à travailler ensemble avec des gens de différentes nationalités, de différentes cultures, et apprennent aussi à s'enrichir des autres cultures. Puis il y a ceux qui n'y ont pas accès. On l'a vu en France. On rejoint les inégalités. Et là, on rejoint les problèmes sociaux qu'il y a partout en Occident. Agnès, moi, je pense qu'il y a une différence importante entre la montée en compétences en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Alors, c'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a quand même un capitalisme plus humaniste en Europe, et qui, en fait que toute la transformation dont on est en train de parler, elle est plus fondée sur l'humain que sur la technologie. Alors, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est une vraie force, sous réserve qu'on arrive effectivement à emmener tout le monde dans ce mouvement et à libérer toutes les énergies, en fait, et à laisser personne sur le côté. Donc c'est plus compliqué, c'est plus collectif que de faire de la technologie descendante, etc. Mais je pense que ça peut être une vraie force sur le long terme. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle pour conclure notre discussion. Et bien sûr, on va commencer par les étudiants qui ont déjà levé la main. Alexis, qui a entendu tout ça, c'est lui qui a posé la question, puis on viendra vers vous, mademoiselle. Donc, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je pense qu'on est tous convaincus qu'on va encore passer un peu de temps sur les bancs des amphithéâtres, soit pour vous écouter ou écouter d'autres professeurs dans le futur. La question qu'il faudrait poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas introduire dans nos cours des cours sur l'intelligence émotionnelle pour justement mieux nous préparer par rapport à l'entrée dans l'entreprise? Quelque chose qui se fait très peu pour le moment. Karine? Yeah. Yes, probably at universities, but at companies as well. And I think self-awareness and the learning curve about emotional intelligence is one of the most important things as a human being and as a leader that you have to go through. At ING, we have a whole training for managers. We put 5,000 managers through it. It's called Think Forward training to understand what drives you and to make you understand better how important it is to understand your teams. And in your personal life, it will only enrich you. And I would assume most universities now offer all of those courses, and most companies have all those trainings to do personal development. And if you join a company that doesn't have it, maybe you should rethink your choice. The same as when they still offer you plastic bottles of water. Rethink your choice. I will send you my curriculum vitae. Ok, autre question d'étudiants, il y en aura peut-être d'autres dans la salle et on conclura après.
Mademoiselle. Alors, bonjour, mesdames et messieurs les intervenants. Merci pour votre intervention. On a beaucoup parlé des pays favorisés et développés, mais comment intégrer les personnes justement enclavées par le système de la mondialisation et justement pour qu'ils puissent obtenir des compétences? C'est-à-dire même pas, on a parlé des pays émergents, mais vous voulez dire des pays qui sont plus en difficulté. Oui, voilà, des pays qui sont plus en difficulté. Là encore, quelle réponse? Je ne sais pas qui souhaite... on est sur cette question des inégalités entre pays cette fois. Karine? Yes. Sorry, I misunderstood. I thought you were talking about inequality in this pays, the inequality en la France, parce que there is also a big inequality in this country that we haven't talked about yet, but we have youth unemployment that's higher than 23%. That means 1 out of 4 or 5 people who leave school without a job. So how, as a company, do I integrate those people? How do I make sure that also there I'm diverse in my recruitment? And how do I then train the people that come in? And then we're talking about the low-skilled people. We've talked a lot about high-skilled people, you guys, us, but there are a lot of people who are low-skilled. One of the things we did is we did the same as for male-female diversity. When I recruit more female managers, they will recruit more women into the job. When I recruit more team leaders with a cultural diverse background, I will get more children from immigrants into my call center, into my ops, in my low-skilled jobs. And then we've set up certain programs for training, like in the call center. Before it was only low-skilled. Now we have 3 levels. And you can actually get a diploma, externally validated, and at the highest level, you become a banker at the phone. Which means that then suddenly all the other banks try to attract you. That's we train people for the next job, can be outside of ING. But then we have gotten somebody out of unemployment, take them through a training that can take 4 or 5 years, and then they're officially a banker on the phone. And that's a way to train people and to make sure that they're ready for the next step in their life. C'est une réponse à l'intérieur du pays. J'ai bien compris aussi votre question qui était importante comme réponse. Akiko peut vous répondre sur les pays moins développés. C'était votre question. Donc, il y a ce grand mouvement dans les objectifs de développement soutenable et je pense que maintenant la pauvreté, ça se concentre beaucoup en Afrique et l'accès à l'éducation primaire est à peu près réglé partout, sauf en Afrique. Ensuite, il y a un problème de qualité. C'est-à-dire c'est peut-être pas la peine de former des psychologues ou des géographes. Il faut former des techniciens secondaires, des électriciens, des plombiers, des gens comme ça. Et ça, je pense aussi que les entreprises, pas seulement les universités, mais aussi des entreprises qui travaillent en Afrique, ont aussi une responsabilité à former des gens sur place, sur des métiers techniques. Et les filles. Et les filles. Et des filles. Et des filles, merci. Et je pense que c'est une bonne question. En fait, nous, chez PwC, on se la pose, en fait, de savoir finalement qu'est-ce qu'une entreprise mondiale, en fait, comme la nôtre, peut faire sur ce sujet-là. Et c'est pas un sujet très simple, en fait, parce qu'encore une fois, on est une entreprise, on n'est pas les pouvoirs publics, on n'est pas l'université, etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas complètement la réponse, mais c'est un des sujets sur lesquels on travaille. On n'a pas encore la réponse. Avons-nous le temps d'une dernière question? Oui. 2, alors on va prendre monsieur au premier rang, puis on viendra vers vous là-haut. Mais rapidement, parce qu'on doit s'arrêter dans moins de 5 minutes. Oui, merci, bonjour. Donc, quand on parle de mondialisation des compétences, donc j'ai la chance d'avoir monté une plateforme qui connecte les entrepreneurs et les startups sur le continent, pour dire qu'il y a des talents. Quand on regarde sur l'Afrique, sur les 1,2 milliard, l'essentiel est dans l'informel et beaucoup sont souvent des auto-entrepreneurs. Donc c'est vrai, quand on regarde un peu le profil, donc on a des universitaires, des gens qui sont au-dessus des nuages. Vous savez, quand vous êtes dans les grands groupes, vous savez qu'avec les multinationales, comment concrètement on peut aller développer donc, les compétences de l'infiniment petit de ces gens qui sont self-employeurs pour leur permettre d'être dans cette mondialisation, parce que très souvent, ils ne nous écoutent pas, ils ne savent même pas qu'on existe. Et je crois que c'est à eux qu'il faut parler, c'est les 95% qui souvent font que nous sommes encore en train de phosphorer. C'est juste, travail informel, un vaste thème, et on peut reconnaître, vous avez raison, que les personnes ici présentes ne sont pas forcément en contact avec eux. On ne peut que le constater, que vous répondre. Merci pour cette remarque, parce que c'est central, malheureusement. Monsieur, allez, toute dernière question. Moi, je voulais me faire un peu l'avocat non pas des étudiants, mais justement des plus anciens qui
qui peut-être ont une expérience et qui seraient désireux de la transmettre. C'est un thème qui n'a pas du tout été abordé, et je voudrais peut-être me faire l'avocat du brassage des personnels et de l'irrigation, en fait, top-down. Oui. C'est pour Marc Sanglais, ça. Rassurez-nous, la génération passée n'a pas disparu complètement, et on a encore besoin d'elle, c'est voilà, ce que vous voulez dire. Il y avait des idées d'années sabbatiques, de tout ça. Alors, est-ce que c'est complètement obsolète ou ça reste d'actualité? Voilà, je pense qu'il y a tout un marché de gens qui ont de l'expérience et qui n'arrivent pas à la transmettre. C'est un très bon point, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'une des choses qui marche le mieux en matière de transmission des savoirs, déjà au sein de l'entreprise, c'est l'apprenticeship et le mentorship, c'est-à-dire que chaque senior s'occupe d'une ou deux ou trois personnes, trois jeunes bien précis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe bien dans les entreprises. Peut-être que ce sont des idées que l'on pourrait adapter à des gens, par exemple, d'entreprises mûres ou des seniors qui ont une certaine expérience, fassent du mentorship, mais à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire une ou deux personnes comme vous, ou même dans des pays plus pauvres. Parce que l'apprenticeship, le mentorship, c'est extrêmement utile en plus des programmes universitaires et de développement classique. Et il était bon de le rappeler. Merci monsieur. C'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aux jeunes, mais on n'oublie pas les autres. Merci à tous, merci à nos invités, nos intervenants. On cède la place.